Pour mon 20e anniversaire, grand-père m'a remis les clés de son entreprise d'1 million de dollars, mais après la fête, maman a annoncé, à partir de maintenant, mon nouveau mari dirigera l'entreprise. Absolument pas, je suis le propriétaire maintenant, ai-je rétorqué. Ses yeux se sont rétrécis. Alors fais tes valises et sors d'ici. C'est à ce moment-là que grand-père a gloussé. Et a révélé une surprise qui a fait régner un silence total dans toute la pièce. Je m'appelle Emma. J'ai 20 ans. Le soir de mon 20e anniversaire, la grande salle de bal de notre maison ressemblait à un décor de film. C'était magnifique, mais rien n'y était réel. Les lustres étaient couverts de cristaux, brillants comme des étoiles gelées. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin, mais personne n'écoutait. L'air était lourd, un mélange de parfums coûteux, de lys et du champagne que les serveurs transportaient sur des plateaux d'argent. Je me tenais près des porte-fenêtres, portant une robe bleue simple. Ma mère avait voulu que je porte des sequins dorés. Tu es l'héritière, Emma, m'avait-elle dit, la voix tendue. Tu dois en avoir l'air, mais j'ai porté la robe bleue. C'était mon petit nom au silencieux. J'observais ma mère à l'autre bout de la pièce. Elle était une vision en verre émeraude, sa main reposant sur le bras de son nouveau mari, Victor. Il avait 10 ans de moins qu'elle et semblait avoir été construit en laboratoire pour diriger un fonds spéculatif. Dents parfaites, cheveux parfaits, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Ils étaient mariés depuis 6 mois. Mon père était mort depuis 3 ans. Le calcul de tout cela m'a toujours semblé faux. Je l'ai regardé rire avec les autres invités. Ce n'étaient pas vraiment des invités. C'étaient des membres du conseil d'administration, des avocats et des familles. De la vieille noblesse qui n'avaient pas travaillé un seul jour de leur vie. Ils étaient tous là pour voir le spectacle. Le 20e anniversaire d'Anne. La nuit où grand-père était censé faire de moi officiellement sa successeur. J'ai senti une main familière sur mon bras. C'était mon grand-père, Marcus Anne. Avant de vous dire comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? C'était un homme petit, rendu encore plus petit par l'âge, mais sa présence remplissait la pièce. Il s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent, non pas parce qu'il en avait toujours besoin, mais parce qu'elle produisait un bruit sourd très satisfaisant. Sur les sols en marbre. Il m'a regardé, ses yeux clairs et perçants au-dessus du bord de son verre de champagne. Tu ressembles à ta grand-mère, a-t-il dit. Sa voix était un grondement calme. Est-ce une bonne chose, ai-je demandé en essayant de sourire. C'est une chose forte, a-t-il répondu. Il a jeté un regard vers ma mère et Victor. Son visage n'a pas changé, mais l'air autour d'eux lui est devenu glacial. Ils apprécient la fête. C'est leur fête, ai-je dit. Ils m'ont juste invité. Les lèvres de grand-père ont tressailli. C'est vrai. Maintenant, arrête de te cacher près des rideaux. C'est l'heure des discours. Il m'a laissé l'accompagner jusqu'à la table d'honneur. La musique s'est arrêtée. Les conversations se sont éteintes. Une centaine de pères d'yeux se sont tournés vers nous. J'ai senti le regard de Victor sur moi. C'était comme un insecte rampant sur ma peau. Ma mère a tapoté une cuillère contre son verre. Amis, famille, a-t-elle commencé, sa voix brillante et polie. Merci d'être venu célébrer ma magnifique fille, Emma. Elle m'a souri, mais c'était un sourire pour les caméras, pour la salle. 20 ans. C'est difficile à croire. Elle a parlé pendant 5 minutes. Elle a mentionné le décès de mon père, notre grande perte. Elle a mentionné mes années d'adolescence difficiles. Elle a parlé de l'entreprise, Anne Industries, comme d'un lourd fardeau. Mon père Marcus porte ce fardeau depuis si longtemps, a-t-elle dit en posant une main manucurée sur son cœur.
Et je sais que tout le monde s'attend à ce qu'Emma le fasse un jour. Eh bien, à essayer. La salle était silencieuse. À essayer. Mais, poursuivit maman, son sourire s'élargissant, nous sommes une famille moderne, et diriger une entreprise d'1 milliard de dollars nécessite une main spécifique. Forte et expérimentée. Elle s'est tournée et a pris la main de Victor. Il s'est levé avec elle, l'air humble. C'était une attitude répétée. À partir de maintenant, a annoncé maman, sa voix résonnant d'une fausse joie, mon mari Victor gérera les opérations quotidiennes de l'entreprise. Il prendra la relève. En tant que directeur par intérim. Les lustres brillaient. L'air est devenu glacial. Tout le monde s'est figé. Même les serveurs. J'ai regardé grand-père. Il observait ma mère. Son visage était un masque parfaitement vide. Je me suis tourné vers ma mère. Victor se tenait à côté d'elle, sa main sur son dos. Un roi acceptant son nouveau château. Absolument pas, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Dans ce silence, elle a résonné. Comme un coup de feu. La musique n'a pas repris. Le violoniste fixait simplement le vide, son archet en l'air. Le sourire de ma mère ne s'est pas seulement effacé. Il s'est brisé. Il a volé en éclats comme un miroir tombé au sol. Ses yeux, d'habitude si chaleureux et brillants pour les caméras, se sont transformés en éclats de verre vert. Que as-tu dit, a-t-elle murmuré. J'ai dit, absolument pas, ai-je répété. Grand-père est le président et il m'a donné l'entreprise. Les parts sont dans un trust et elles deviennent les miennes ce soir. Je n'avais pas prévu de le dire. J'avais prévu d'être silencieuse, mais ces mots à essayer avaient allumé un feu. Le visage de maman est devenu blanc, puis rouge. Elle a regardé autour d'elle, a vu les yeux des membres du conseil d'administration, et son embarras s'est transformé en rage. Victor a posé une main sur son bras. Emma, ne soyons pas dramatiques. Ta mère et moi en avons discuté. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ne parle pas à toi. Ai-je dit, en l'interrompant. Ma mère s'est avancée. Sa voix était basse. Maintenant, un sifflement. Espèce de petite gamine ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait, ai-je demandé. À part remplacer mon père. Avant même qu'il ne soit froid dans sa tombe. Le souffle collectif de la salle a été vif. Je m'en fichais. Ça suffit, a lâché maman. Son masque public avait disparu. C'était elle, la vraie. Tu as fini. Tu veux me défier dans ma propre maison? Très bien. Alors fais tes valises et sors. Elle a pointé un doigt tremblant vers le grand escalier. Sors. Je n'ai pas bougé. Je sentais mes mains trembler. J'avais 20 ans et ma mère venait de me mettre à la porte devant tout le monde. J'étais la victime, là, dans ma robe bleue. Je sentais les larmes venir. Je ne les laisserai pas couler. J'ai regardé grand-père. Il n'avait pas bougé. Il observait toujours. Puis il a fait quelque chose qui a tout arrêté. Il a gloussé. Ce n'était pas un son joyeux. C'était un son bas, profond et dangereux. C'était le son qui a fait taire toute la salle. Tous les chuchotements se sont arrêtés. Ma mère s'est tournée vers lui. Père. Tude. Sa canne en argent a frappé le sol en marbre. Le son a résonné. Il a tapé une fois. Bien, a-t-il dit doucement. Sa voix a traversé le silence. Il m'a regardé. Il a regardé ma mère. Il a regardé Victor. Maintenant, nous allons voir, a-t-il dit, sa voix calme,
mais portant dans chaque recoin. Qui mérite vraiment le nom Anne? Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Les membres du conseil semblaient confus. Ma mère semblait furieuse. Victor, pour la première fois, semblait nerveux. Personne ne comprenait ce qu'il voulait dire, mais moi. Oui. Parce que grand-père ne disait jamais rien sans un plan. Et toute cette nuit, toute cette fête, ce n'était pas une célébration. C'était un test. Emma. Mère venait d'échouer. Elle n'était pas toujours cruelle. Je sais que c'est ce que les gens disent de leurs monstres. Mais c'est vrai. Quand j'étais petite. Avant Victor, avant que l'argent ne devienne plus important que les gens, elle était juste maman. Mon père était un homme calme, un architecte. Il aimait les livres et les vieux arbres. C'est lui qui m'a appris à rester calme, à écouter. Grand-père l'aimait pour ça. Ton père est le seul homme honnête que je connaisse, disait grand-père. Il ne veut rien de moi. Ma mère, Ara, était différente. Elle était le feu. Elle était brillante, bruyante et aimait être au centre de tout. Elle et mon père étaient un couple étrange, comme un phare et la falaise tranquille sur laquelle ils se tenaient. Mais ça fonctionnait. Il l'apaisait et elle le faisait rire. Quand papa est mort, l'accident de voiture a été instantané. J'avais 16 ans. La lumière dans notre maison s'est éteinte. Pendant les premiers mois, maman était un fantôme. Elle rampait dans mon lit la nuit, son corps secoué de sanglots. Elle sentait le jasmin et son parfum coûteux. De tristesse. Tu es mon monde, Emma, murmurait-elle dans mes cheveux. Il n'y a plus que nous deux maintenant. Toi et moi contre tout le monde. Je ne laisserai jamais rien t'arriver, et je l'ai cru. Je l'ai tenu. Moi, une jeune fille de 16 ans, j'ai soutenu ma mère. Je pensais que nous étions une équipe. Cela a duré environ 1 an. Puis Victor est apparu. Je l'ai rencontré lors d'un gala de charité auquel ma mère s'était forcée d'assister. C'était un banquier d'affaires. Il a dit qu'il avait un portefeuille. Il a dit qu'il avait des yeux qui regardaient ma mère non pas comme une veuve en deuil, mais comme une nouvelle voiture brillante qu'il voulait posséder. Il souriait trop. Ses dents étaient trop blanches. Il touchait trop. Sa main était toujours sur le bras de maman, sa taille, le bas de son dos. C'était possessif. Et il posait trop de questions. Alors Emma, m'a-t-il dit lors de notre premier dîner de famille, sa voix huileuse. Toi et ton grand-père, vous êtes proches, hein? Oui, ai-je dit, en déplaçant mes petits pois autour de mon assiette. C'est génial. C'est tellement génial. C'est un homme puissant. H-Industrie. Waouh. De grandes chaussures à remplir, hein? J'imagine. Et ta maman me dit que tu es l'unique héritière. C'est beaucoup de pression pour une jeune femme. J'ai regardé ma maman. Elle lui souriait, ses yeux étoilés comme si elle ne pouvait pas entendre le côté avide de sa voix. Victor, ne l'effraie pas, a-t-elle dit. En riant. Je n'ai pas peur, ai-je dit. Il a juste souri. Bien sûr que non. Tout a changé après cela. Le parfum de jasmin de maman a été remplacé par une odeur lourde et musquée que Victor lui avait achetée à Paris. Les nuits tranquilles que nous passions à regarder de vieux films ont été remplacés par des dîners bruyants. Les amis de Victor, des hommes et des femmes lissés, bruyants aux yeux durs, remplissaient notre maison. Le chagrin de maman s'est estompé, remplacé par une luminosité fragile et désespérée. Elle a commencé à s'habiller en rouge et or. Elle a coupé ses cheveux. Elle riait à toutes les blagues de Victor, même celles qui n'étaient pas drôles. Il a commencé à poser des questions sur la santé de grand-père.
Est-il, tu sais, toute sa tête à son âge? Il a posé des questions sur l'entreprise, sur qui dirige vraiment les choses là-bas. Ton père a-t-il de vieux partenaires qui pourraient être difficiles? Il a posé des questions sur les parts. Donc, ce trust, c'est tout. Pour Emma. Ton propre père ne t'a rien laissé? C'est compliqué, mon chéri. J'ai entendu maman lui dire une fois. On peut le dénouer, avait-il dit, ça. Vois une promesse basse. Grand-père l'a vu. Il l'a vu dès le premier jour. 7. Homme, m'a dit grand-père après un dîner auquel il avait été forcé d'assister. Est un vautour. Il n'attend pas que quelque chose meure. Il essaie de le tuer. J'ai essayé de parler à maman. J'avais 17 ans. Maman, je n'aime pas Victor. Il veut juste ton argent. Son visage, qui avait été si doux et heureux, s'est fermé. C'est une chose terrible à dire, Emma. Mais c'est vrai. Il demande toujours des nouvelles du testament de grand-père. Il demande des nouvelles de mon trust. Il est intéressé, a-t-elle lâché. Il essaie de faire partie de cette famille. Quelque chose que tu ne comprendrais pas. Tu as traîné dans cette maison pendant 1 an. Il est temps de passer à autre chose. Je passe à autre chose. Papa n'est parti que depuis 1 an. Et qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-elle crié. Être une veuve triste pour toujours? Victor m'aime. Il veut prendre soin de moi. Pourquoi ne peux-tu pas être heureuse pour moi? Parce qu'il ne t'aime pas, ai chuchoté. Il aime le. Non Anne. Elle m'a giflé. C'était la première fois qu'elle posait la main sur moi. Le son a résonné dans le foyer en marbre, mes joues brûlaient. Mais mon cœur faisait plus mal. Ne jamais, a-t-elle dit, sa voix tremblant de rage. Dis cela à nouveau. C'est un homme bon. C'est mon avenir, et si tu ne peux pas l'accepter, tu peux aller vivre avec ton grand-père. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à passer plus de temps chez grand-père. C'était plus calme. C'était sûr, mais je devais quand même rentrer à la maison. Je devais quand même les voir. La nuit où j'ai appris la vérité. J'avais 18 ans. J'étais rentré d'une séance d'études tardives. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de son bureau. J'ai entendu leur voix, basse et en colère. Je me suis arrêté à la porte. Elle était entr'ouverte. Tu ne peux pas juste lui demander de signer. Victor, il n'est pas stupide. Maman disait, je ne dis pas. Demande-lui. Je dis que tu es sa fille. Tu as la procuration. S'il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas en mauvaise santé. Il est en meilleure santé que moi. On peut arranger ça, a dit Victor. Mon sang s'est glacé. Ne dis pas ça, a dit maman. Mais sa voix n'était pas choquée. Elle était fatiguée. Nous devons être plus intelligents. Le problème n'est pas le vieil homme. C'est Emma. Mon nom. Mon nom est tombé de ses lèvres comme quelque chose de sale. C'est sa préférée. Tout lui revient. Si elle n'était pas dans l'image. Que veux-tu dire, a demandé maman. Je dis, la voix de Victor était douce. Maintenant, qu'elle est une jeune fille. Les jeunes filles sont émotives. Elles sont instables. Si elle devait, disons, faire une dépression nerveuse. Si elle devait être trouvée incapable de gérer ses affaires, une bonne mère devrait intervenir. Un beau-père aimant devrait aider. Il y a eu un long silence. J'ai prié, s'il te plaît, maman, s'il te plaît dis-lui qu'il est fou. S'il te plaît, mets-le à la porte. Puis elle a parlé. Sa voix était froide. Plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Elle est têtue. Elle est trop comme
Son grand-père. Tu es sa mère, a dit Victor. Tu peux la gérer. Nous avons juste besoin d'un peu de temps. Nous devons l'isoler de lui. Nous devons la faire paraître comme étant le problème. Une autre pause. J'ai pu entendre le tintement de la glace dans un verre. Laisse ça à moi, a dit maman. J'ai reculé de la porte. Mon cœur était une pierre dans ma poitrine. C'est là que j'ai appris le silence. La chose que je pensais être une faiblesse pouvait être violente. Son silence, le fait qu'elle ne me défende pas, était une trahison. Plus profonde qu'un couteau. Elle n'était plus seulement ma mère. Elle était sa partenaire. Et je n'étais pas leur fille. J'étais leur obstacle. La crise cardiaque est arrivée un mardi. C'était rapide, brutal, et ça a presque fonctionné. J'étais dans ma chambre de dortoir à l'université, en train d'étudier pour un examen de mi-trimestre de finance. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle pleurait. De vraies larmes cette fois. Le genre de larmes qu'on ne peut pas feindre. C'étaient des larmes de panique. Ses grands-pères. A-t-elle sangloté? Il s'est effondré. Il l'emmène à Saint-Judès. C'est. Oh. Emma, c'est grave. J'ai lâché le téléphone. Je n'ai pas fait mon sac. J'ai couru hors de mon dortoir et j'ai conduit les 2 heures jusqu'à l'hôpital, mon corps entier tremblant. Quand je suis arrivé, la scène dans la salle d'attente des soins intensifs était une pièce de théâtre tordue. Ma mère était effondrée. Sur une chaise, son maquillage en désordre, ressemblant à une fille terrifiée. Aimante. Victor ne l'était pas. Victor se tenait près du poste des infirmières. Son téléphone à l'oreille. Il portait un costume bleu marine impeccable. Il ne pleurait pas. Il était plein d'énergie. Oui, je comprends, disait-il, sa voix basse et ferme. Il a eu un événement cardiaque important. Non, il n'est pas. Il n'est pas en mesure de prendre des appels. À partir de maintenant, toutes les demandes du conseil passent par moi. Moi. Il m'a vu le regarder. Il a raccroché son téléphone et s'est approché, son visage un masque de fausse tristesse. Emma, Dieu merci. Ta mère est dans un état lamentable. Comment va-t-il, ai-je demandé, ma voix crue. Ce n'est pas bon, gamine, a-t-il dit, en posant une main sur mon épaule. Je me suis détourné. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais nous devons être réalistes. C'est un vieil homme. Ne l'appelle pas comme ça. Nous devons nous préparer, a-t-il poursuivi, en m'ignorant. Pour toutes les issues. Ma mère a levé les yeux. Emma, bébé. Elle a tendu une main tremblante. Je suis allé vers elle. Je l'ai laissée m'attirer dans une étreinte. Elle sentait le parfum rassis et la peur. Il va s'en sortir, maman, ai-je dit. Mais je n'étais pas sûr. Grand-père a survécu. Mais de justesse. Il a été aux soins intensifs pendant 2 semaines. Il était faible et petit, et des tubes semblaient sortir de lui de partout. Je restais avec lui. Je lisais mes manuels à haute voix. Je tenais sa main, qui ressemblait à un amas de brindilles sèches. Ma mère et Victor visitaient, mais leur visite était différente. Ils venaient. Maman embrassait le front de grand-père. Et puis il se tenait dans le coin et chuchotait. Il chuchotait avec les médecins. Il chuchotait avec les infirmières. Il chuchotait avec un avocat que je ne reconnaissais pas. Un homme avec un sourire pointu qui a soudainement commencé à se montrer. Pendant que grand-père se rétablissait, Victor a commencé son WED. Il a emménagé dans le bureau principal de grand-père à Anne Industrie. Il a dit que c'était juste pour garder le siège au
Chaud. Il a commencé par de petites choses. Il gérait les appels de grand-père. Il examinait les projets en cours. Puis les changements ont commencé. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ma mère, qui était toujours la procuration de grand-père pour sa santé, a signé les papiers. Elle a dit qu'il était trop malade pour être dérangé. Lors de la réunion, Victor a fait un discours émouvant. Il a parlé de méthode à l'ancienne et de réflexion du nouveau siècle. Il a parlé de couper le gras. Il a licencié le directeur financier de grand-père, un homme qui était avec lui depuis 40 ans. Il l'a remplacé par un jeune de 28 ans de son ancien cabinet. Il a licencié l'assistante exécutive de grand-père, une femme gentille nommée Madame Gable, qui me connaissait depuis ma naissance. Il a dit qu'elle était redondante. Il s'est appelé directeur par intérim. Ma mère a souri à travers tout cela. Elle a organisé un déjeuner pour les femmes des membres du conseil. Elle a parlé de la bravoure de Victor qui intervenait pendant notre crise familiale. Elle a fait en sorte que cela ressemble à un héros, pas à un pirate. C'était un changement silencieux. Il n'y avait pas de chars dans la rue. Il n'y avait pas de déclaration de guerre. C'était juste une signature ici. Une nouvelle politique. Là-bas, une restructuration. Au moment où grand-père était assez bien pour être ramené à la maison, Victor dirigeait l'entreprise. Je suis restée silencieuse. Je devais l'être. J'étais dans mon dortoir ou dans la chambre d'hôpital. J'étais juste la petite fille en deuil. Qu'est-ce que je savais? Mais je me souvenais d'une leçon que grand-père m'avait apprise. C'était il y a des années. Nous étions à la maison du lac. Il m'apprenait à jouer aux échecs. J'étais impatiente. Je n'arrêtais pas d'essayer de prendre sa reine. Je n'arrêtais pas de perdre mes pièces. Je suis devenu frustré et j'ai renversé l'échiquier. Il a juste patiemment remis les pièces en place. Tu perds, Emma, avait-il dit, sa voix calme. Parce que tu penses que le pouvoir consiste à attaquer. Comment gagne-t-on alors, ai-je boudé. Il a bougé son cavalier. On ne gagne pas en criant. On ne gagne pas en étant la personne la plus bruyante de la pièce. C'est ce que ta mère pense. Elle a tort. Il s'est penché, ses yeux étaient perçants. Le pouvoir ne crie pas, Emma. Il ne charge pas. Le pouvoir. Il observe. Il attend. Il apprend. Il voit tout le plateau. Il attend que l'autre personne fasse une erreur. Et elles font toujours une erreur. Assise près de son lit d'hôpital, regardant Victor se déplacer dans l'entreprise comme un virus. J'ai finalement compris. Il pensait que j'étais un pion. Il pensait que j'étais une jeune fille stupide et émotive de 20 ans. Il ne savait pas que j'étais une reine. Et j'observais. J'ai commencé à observer. J'ai joué mon rôle. J'étais la bonne petite fille tranquille. J'allais à mes cours. J'apportais à grand-père ses médicaments. Je souriais quand Victor faisait une blague au dîner. Pauvre Emma, disait-il en ébouriffant mes cheveux en passant. Tout ce stress. Ne te préoccupe pas de ta jolie petite tête à propos des affaires. Concentre-toi juste. Sur quoi? Histoire de l'art? Finance, ai-je dit, ma voix plate. C'est ça. Eh bien, concentre-toi juste sur ton petit diplôme. Victor s'occupera des trucs de grand garçon. Il riait. Ma mère riait. Je souriais. Mais la nuit, la maison était à moi. Victor avait installé de nouvelles caméras de sécurité, mais il était arrogant. C'était du nouveau riche. Il pensait que la technologie était le seul moyen d'espionner.
Il ne connaissait pas les vieux couloirs de service. Il ne savait pas que le bureau de grand-père avait une deuxième porte. Cachée derrière une bibliothèque, une relique des années 1920. Grand-père se rétablissait dans sa propre aile de la maison avec une infirmière à temps plein. Victor et ma mère dormaient dans la suite principale de l'autre côté du manoir. À 2 heures du matin, je me glissais hors de ma chambre. Je prenais les vieux escaliers, ceux que les serviteurs utilisaient. Je me laissais entrer dans le bureau de grand-père. Victor avait redécoré. Le vieux bois sombre avait disparu. Maintenant, tout était en verre et cuir blanc. Ça sentait les produits chimiques. Et l'eau de Cologne de Victor, mais il n'avait pas changé l'ordinateur. Il l'avait verrouillé, bien sûr. Mais je suis la petite fille de grand-père. Je connaissais le mot de passe. C'était le nom de son premier voilier, l'Albatros. J'ai commencé à creuser. Au début, ça semblait juste désordonné. Victor déplaçait de l'argent, beaucoup d'argent. Il consultait son ancien cabinet, les payant des millions pour des conseils. Il avait lancé un nouveau département de logistique qui ne semblait rien enregistrer. Tout était classé proprement. Mais tout était légèrement décalé. Les chiffres étaient faux. Les factures étaient trop propres. Les délais étaient trop parfaits. J'ai passé des semaines à faire cela chaque nuit de 2 heures à 4 heures. Je me glissais dedans, copiais des fichiers sur une clé USB et je ressortais. Je passais la journée suivante à la bibliothèque universitaire, non pas à étudier pour mes examens, mais à tracer les virements électroniques. Je prenais du retard dans mes cours. Mes amis pensaient que je les ignorais. Je m'en fichais. Je tirais sur un fil. Et par un mardi soir froid en octobre, toute l'affaire s'est dénouée. J'ai trouvé un dossier caché sur le disque dur. Ce n'était pas dans les principaux fichiers d'affaires. C'était dans un dossier étiqueté personnel. À l'intérieur, il y avait un autre dossier, projet. Mes initiales. J'ai cliqué dessus. Mon estomac s'est glacé. Des brouillons de transfert. Des dizaines d'entre eux. Tous. Écrits dans un langage juridique dense. Ils transféraient la propriété d'actifs clés de l'entreprise à une nouvelle société holding. Une société dont je n'avais jamais entendu parler. Une société enregistrée aux îles Caïmans. Une société appartenant à VM Holdings, Victor. Mais ce n'était pas le pire. J'ai trouvé un autre fichier. C'était un PDF. C'était ma signature. Elle était scannée, numérisée et pratiquée. Il y avait des pages et des pages de cela comme un enfant apprenant à écrire. Emma Anne. Il apprenait à copier ma signature. Et puis j'ai trouvé le dernier document. C'était un modèle, une lettre. Elle attendait ma signature. C'était un transfert volontaire d'actifs. C'était une confession légale. Il disait que moi, Emma Anne, je me sentais dépassé et pas en mesure de diriger l'entreprise. Il disait que je remettais volontairement mon héritage, mon trust et toutes mes parts à ma mère, à Laran. Et à mon beau-père, Victor, pour les gérer dans mon meilleur intérêt. Il était daté de mon 20e anniversaire, la nuit où mon trust devenait légalement le mien. Je suis resté assise là dans la chaise en cuir blanc froid, et je ne pouvais pas respirer. Il ne planifiait pas seulement de voler l'entreprise. Il planifiait de faire croire que je leur avais donné. Il planifiait d'utiliser mon 20e anniversaire, le jour où j'étais censé être libre, comme le jour où il me mettrait dans une cage si je n'avais pas trouvé cela. Si j'avais juste été la fille triste et stupide qu'il pensait que j'étais. Ils auraient tout volé. Ils auraient volé mon nom, mon avenir et l'héritage de mon père. Je suis resté là pendant un long moment.
Le soleil commençait à se lever. J'ai fermé les fichiers. Je les ai copiés. J'ai effacé l'historique de recherche. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris la clé USB et je l'ai scotché sous mon bureau. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges. Je tremblais, mais la peur était partie. Elle était partie. Et quelque chose d'autre était là. Quelque chose de froid et de dur. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à grand-père endormi au bout du couloir. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse, à eux, s'ils voulaient la guerre, ils l'auraient. Tranquillement. Le lendemain matin, j'étais une personne différente. À l'extérieur, j'étais la même. J'étais la tranquille Emma. Je portais un pull gris. Je mettais mes cheveux en queue de cheval, mais à l'intérieur, j'étais faite de glace et de fil de fer. Je devais vivre une double vie. Ma vie de jour était pour eux. J'étais la fille obéissante, l'héritière naïve. Je suis allé au petit déjeuner. Bonjour, Victor. Bonjour, maman. Emma, chérie, a dit maman, sans lever les yeux de son vogue. Tu as l'air fatigué. Est-ce que tu stresses pour ces petits examens? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Eh bien, ne le fais pas, a dit Victor, en claquant son journal. Je viens de clore l'affaire agit. Nous sommes en hausse de 9%. Il parlait d'une affaire que j'avais recherchée. L'affaire Agi était une fausse. C'était une société écran qu'il utilisait pour détourner de l'argent vers lui-même. J'ai souri. Un grand sourire stupide et éclatant. Waouh, Victor, c'est incroyable. 9%. Tu es si intelligent. Je ne sais pas comment tu fais. Il s'est pavané. Il a adoré ça. Eh bien, ce n'est pas facile, gamine. Ça demande un certain instinct. Je parie, ai-je dit. C'est une bonne chose que tu sois ici pour t'en occuper. Je serais tellement perdu. C'est ça, ma fille, a-t-il dit en me tapotant la tête. Ma mère regardait, et pendant une seconde, j'ai cru voir du soulagement. Elle était soulagée que je sois si facile à tromper. Elle voulait que je sois stupide. Cela rendait son rôle là-dedans plus facile. J'ai mangé mes toasts. Le goût de la cendre était dans ma bouche. C'était ma vie de jour. Ma vie de nuit était différente. J'ai pris la clé USB. J'ai fait 3 copies. L'une que j'ai gardée cachée. L'une que j'ai mise dans un coffre-fort de banque. Et la 3e que j'ai apportée à un homme nommé Monsieur Thorne. Arthur Thorne était l'avocat de mon grand-père depuis 50 ans. C'était la vieille école. Il portait des costumes 3 pièces et croyait en la loyauté. Quand Victor a restructuré, Monsieur Thorne a été la première personne qu'il avait essayé de licencier. Monsieur Thorne avait simplement dit, je ne travaille pas pour vous, fiston. Je travaille pour Marcus Anne. Maintenant, sortez de mon bureau. Victor ne pouvait pas le licencier. Son contrat était en béton. Donc Victor l'avait juste ignoré, mis sur la touche. J'ai rencontré Monsieur Thorne dans un petit café du centre-ville, pas un Starbucks. Un vieil endroit qui sentait le café brûlé et les vieux livres. Je me suis assise. Je tremblais. Mademoiselle Anne, a-t-il dit, sans sourire. Il ressemblait à un limier triste. Monsieur Thorne, j'ai poussé la clé USB sur la table. Qu'est-ce que c'est? C'est tout, ai-je dit. L'affaire agit, la société. Holding au Caïman, le projet est. C'est un modèle, Monsieur Thorne. Une lettre pour moi à signer le jour de mon anniversaire. Il a branché la clé dans un petit ordinateur portable.
Il a lu. Il est resté silencieux pendant un long moment. Son visage, qui était déjà ridé, semblait se tendre. Il a fermé l'ordinateur portable. Ce bâtard, a-t-il murmuré. Il ne me parlait pas. Il parlait à l'air. Peut-il le faire, ai-je demandé, ma voix petite. Peuvent-ils gagner? Monsieur Thorne m'a regardé. Ses yeux étaient perçants, tout comme ceux de grand-père. Ton grand-père était un homme très intelligent, Emma. Il a mis des clauses dans ton trust. Il a mis des murs autour de cette entreprise. Ce que Victor et ta mère font. Ce n'est pas juste du vol. C'est du faux. C'est de la fraude. C'est une douzaine de crimes. Il s'est penché en avant. Ils ont l'intention, mais ils n'ont pas l'action. Pas encore. Ils attendent ton anniversaire. Ils attendent le transfert légal du trust. Alors? Que faisons-nous? Contrôler le papier, a-t-il dit. Mon cœur a bondi. C'est ce que grand-père disait toujours. Et tu contrôles le jeu. Nous avons le papier. Maintenant. Nous avons besoin de leur voix. Les voix. Nous devons les enregistrer. Nous devons les amener à dire ce qu'ils prévoient. Nous avons besoin de leur intention. Claire comme le jour pour le conseil, pour un juge. Alors, nous tendons le piège. Mon 20e anniversaire était dans 3 semaines. Le thème était une soirée en or. Ma mère en était obsédée. Je devais les enregistrer. J'ai utilisé l'argent de mon trust. La petite partie à laquelle je pouvais accéder, et j'ai acheté un cadeau. Maman, ai-je dit une semaine avant la fête. Je sais que nous avons été bizarres et je suis tellement reconnaissante envers toi et Victor d'être intervenu. Elle semblait choquée. Je t'ai pris quelque chose pour ton bureau. C'était un cadre photo numérique. Très cher, très élégant. Oh, Emma, a-t-elle dit, ses yeux s'embuant. C'est magnifique. C'est high-tech, ai-je dit, ma voix tremblant. J'étais une actrice terrible. C'est ta commande vocale et ça enregistre comme des petits messages pour que tu puisses, tu sais, laisser des messages l'un pour l'autre. Comme c'est gentil, a-t-elle dit, l'air confus. Je vais l'installer pour toi, ai-je dit. Je l'ai installé sur l'étagère juste au-dessus de son bureau où ils avaient toutes leurs discussions tranquilles. Je l'ai réglé pour enregistrer en continu et pour télécharger l'audio sur un serveur cloud anonyme sécurisé. Le piège était tendu. La semaine de la fête, je suis allé voir grand-père. Il était assis dans sa véranda en train de faire un mot croisé. Il avait meilleure mine. Ses couleurs étaient revenues. 20 verticales, a-t-il aboyé. Un loup. Déguisé en brebis. 7 lettres. Victor, ai-je dit. Il a gloussé. Ne correspond pas, mais j'aime ça. Je suis resté avec lui. Je ne lui ai pas parlé de la clé USB. Je ne lui ai pas parlé du cadre numérique. Je ne voulais pas stresser son cœur, mais je devais savoir. Grand-père, ai-je dit, à la fête? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a posé son stylo. Il m'a regardé. Ce que je vais faire? Rien. Rien. Je vais offrir à ma petite fille son cadeau d'anniversaire. Je vais manger un peu de gâteau et je vais regarder. Il a tapoté son doigt sur la coudoir de son fauteuil. C'est ton jeu maintenant. Emma, pas le mien. J'ai juste installé le plateau. Tu dois jouer. J'ai hoché la tête. J'étais terrifié. J'ai peur de perdre, ai-je chuchoté. Tu ne perdras pas, a-t-il dit. Comment tu sais? Il a souri. Et c'était un vrai sourire. Un sourire chaleureux.
Parce que tu ne joues pas pour l'argent. Tu joues pour la famille, pour ton père. C'est pourquoi ils perdront toujours. Ils sont avides. Il a montré le mot croisé. Un loup déguisé en brebis, a-t-il dit. J'ai trouvé. Imposteur. J'ai embrassé sa joue. Je t'aime, grand-père. Je sais. A-t-il dit. Maintenant, va te préparer pour ta fête et porte la robe rouge que je t'ai achetée. La bleue est pour les enfants. Je l'ai quittée et je suis allé dans ma chambre. La clé USB était en sécurité. Monsieur Thorne avait les fichiers. Le cadre numérique. Il téléchargeait de l'audio depuis une semaine. J'avais tout. Le papier, les voix, le piège était tendu. Les invitations étaient envoyées. La salle de bal était décorée en or. Tout ce que j'avais à faire était de marcher dans ma propre fête d'anniversaire et de les laisser se faire prendre. La salle de bal scintillait. Ma mère s'était surpassée. Tout était en or. Les rideaux étaient en velours filé d'or. Les nappes étaient en satin doré. Même le champagne avait de minuscules flocons d'or comestibles flottant dedans. Toute la pièce ressemblait à l'intérieur d'un trésor de dragon. C'était beau et c'était froid. Je me tenais en haut du grand escalier en regardant vers le bas. Les invités étaient une mer de smoking noir et de robes scintillantes. Ils riaient, mais leur rire était haut et fragile, comme du verre qui se brise. Ils étaient tous là pour voir le transfert de pouvoir. Ils étaient tous là pour me voir. Je n'étais pas la fille naïve dans la robe bleue. Ce soir, je portais la robe rouge. Grand-père l'avait fait faire pour moi. Elle était simple, rouge cramoisi profond, et m'allait parfaitement. C'était la couleur du sang. C'était la couleur d'un avertissement. J'avais tiré mes cheveux en arrière. Et pour la première fois je portais les perles de la famille Anne, celles que ma mère avait toujours voulu. Je me sentais comme une cible. Je me sentais comme une flèche. Je suis descendu les escaliers. Les conversations se sont arrêtées. Les gens se sont tournés. J'ai vu les regards. Ils m'observaient. Ils voyaient une fille de 20 ans dans une jolie robe. Ils voyaient une victime. Bien. C'est ce que je voulais qu'ils voient. Victor m'a vu. Il se tenait près d'eux. L'orchestre en tenant un verre de champagne. Il m'a souri, un large sourire de prédateur. Il a levé son verre pour un toast. J'ai souri en retour, un petit sourire poli. Il pensait que j'étais à lui. Il pensait que j'étais stupide. J'ai trouvé mon grand-père. Il était assis dans un grand fauteuil ressemblant à un trône près de l'avant, observant tout le monde. Il semblait fragile, mais ses yeux étaient en feu. Tu as porté la robe, a-t-il dit, sa voix calme. Tu me l'as dit. Bien. Maintenant souviens-toi, peu importe ce qui arrive, tu ne flanches pas. Tu ne pleures pas. Tu ne leur montres rien d'autre que de la pierre. Ils veulent une fille. Tu leur donnes une reine. J'ai peur. Grand-père, ai-je chuchoté. Je sais, a-t-il dit. C'est pour ça que tu gagneras. Le dîner a été un flou. Plat après plat de nourriture que je ne pouvais pas goûter. Je me suis assise à la table d'honneur entre grand-père et ma mère. Victor était assis de l'autre côté d'elle. Tu es ravissante, chérie, a dit maman en me tapotant la main. Sa main était froide. Cette robe est un peu mature, n'est-ce pas? C'est une occasion spéciale, ai-je dit. C'est vrai, a dit Victor, en se penchant au-dessus de ma mère. Une occasion très, très spéciale. Un nouveau départ pour nous tous. J'ai juste hoché la tête, mes yeux sur mon assiette. Je pouvais sentir leur confiance rouler sur eux en vagues. Ils
n'avaient aucune idée. Ils avaient passé la dernière semaine à parler dans son bureau, leur voix enregistrée, leurs plans mis à nu. Ils pensaient être des génies. Ils étaient juste bruyants. À la fin du dîner, les lumières se sont tamisées. Un projecteur a frappé la petite scène. Mon grand-père. Il s'est levé. Lentement, en s'appuyant sur sa canne. La salle est devenue silencieuse. Merci. À tous d'être venus, a-t-il dit. Sa voix était vieille, mais elle portait. Nous sommes ici pour célébrer ma petite fille, Emma, ma seule héritière. Il m'a regardé droit dans les yeux. Elle a 20 ans ce soir. C'est un anniversaire spécial dans notre famille. C'est la nuit où le trust créé par mon père devient actif. La nuit où la génération suivante prend les clés du royaume. La salle a applaudi. C'étaient des applaudissements polis et calmes. Je suis un vieil homme, a dit grand-père. Il m'a fait signe. Emma, viens ici. Je me suis levé. Mes jambes semblaient tremblantes, mais je suis allé vers lui. Il tenait une petite boîte en velours noir. Il l'a ouverte. À l'intérieur, sur un lit de satin blanc, se trouvait un seul porte-clés en argent lourd. Gravé dessus se trouvait le blason de la famille Anne, un faucon en plein vol. C'était la clé maîtresse, la clé de l'entreprise, la clé du coffre-fort principal, la clé de son bureau. Ceci, a-t-il dit, en le tenant haut, était celui de mon père. C'était le mien. Et maintenant, il m'a regardé, ses yeux doux. Ton avenir, a-t-il dit. Il a pressé la boîte dans mes mains. La salle a applaudi. Plus fort cette fois. J'ai regardé la clé. Elle était lourde. Merci. Grand-père, ai-je chuchoté. Je me suis tourné pour retourner à ma place. Victor était debout. Il a levé son verre de champagne. Son sourire était aveuglant. Un beau discours, Marcus, a-t-il tonné. Un beau sentiment, une clé, un avenir. Comme c'est symbolique. Il a mis son bras autour de la taille de ma mère. Elle souriait. Ce large faux sourire. Elle semblait au perché sur sa propre victoire. Puis elle a dit les mots. Les mots que je savais venir. Les mots qui ont transformé l'air en pierre. En fait, grand-père, a-t-elle dit, ça. Voix haute et claire comme une cloche. Victor et moi avons une petite annonce à faire. Une petite mise à jour. Grand-père l'a juste regardé. Il lui a donné la corde. Nous sommes si fiers d'Emma, a-t-elle dit. Mais nous savons tous que c'est beaucoup. Anne Industries est une entreprise mondiale. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant peut diriger. La salle était si calme. Je pouvais entendre la glace fondre dans mon verre d'eau. Donc, a-t-elle dit, pour assurer une transition en douceur et pour protéger l'entreprise et pour protéger Emma, Victor reprendra les opérations à partir de maintenant. Il sera le nouveau directeur par intérim avec effet immédiat. Le silence qui a suivi était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. C'était complet. C'était total. C'était un vide. Tous les sourires étaient gelés. Les membres du conseil, les avocats, ils fixaient tous simplement. Le sourire de ma mère vacillait. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des applaudissements. Victor continuait de sourire, mais c'était tendu. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé la femme qui m'avait tenu quand j'étais malade, qui m'avait dit qu'elle m'aimait. Ses yeux étaient durs. Elle me regardait, me défiant de la défier. Alors, je l'ai fait. Non, ai-je dit. Ma voix était calme. Je suis la propriétaire maintenant. Le visage de ma mère est passé du pâle au rouge,
puis à un étrange violet marbré. Elle était furieuse. Elle était embarrassée. Elle m'a fixé. La mère avait disparu. C'était une étrangère. Alors sors, a-t-elle sifflé, sa voix basse et pleine de venin. Si tu te bats contre moi là-dessus, tu es dehors. Sors de ma maison. Je n'ai pas bougé. Et c'est là que grand-père a ri. Ce n'était pas un gloussement. C'était un rire connaisseur, froid et satisfait. Il lui avait donné la corde, et elle s'était pendue. Le rire de mon grand-père a traversé le silence gelé. C'était un son froid et pointu. Ce n'était pas joyeux. C'était le son d'un piège qui se referme. Ma mère s'est arrêtée. Son visage, qui avait été tordu de rage, semblait maintenant confus. Père, le sourire de Victor avait disparu. Il regardait grand-père comme s'il voyait un fantôme. Marcus, ça va? Grand-père l'a ignoré. Il a continué à regarder ma mère. Sors, a-t-il répété. Sa voix dangereusement douce. Tu es en train de la mettre à la porte? Ta propre fille? Elle me défie, a bredouillé maman, essayant de reprendre son pouvoir. Elle est ingrate. C'est pour son bien. Tude. Grand-père a tapé sa canne sur le sol une fois. Toi, a-t-il dit, tu n'as aucune idée de ce qu'est le bien. Il a tapé sa canne 2 fois. Tude. Tude. C'était un signal. Je le savais. Monsieur Thorne, qui se tenait près du mur du fond, a hoché la tête. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Qu'est-ce que c'est, a dit Victor, sa voix haute. Que se passe-t-il? Ma mère a saisi son bras. Père. Arrête ça. Tu fais une scène. Oh, je fais une scène, a dit grand-père. Mais je ne suis pas celui qui va être embarrassé. Un projecteur caché dans le plafond a pris vie. Il brillait sur le grand mur blanc derrière l'orchestre. Et puis un bip numérique. Le son d'un enregistrement qui commence. La voix de Victor a rempli la salle. C'était doux, certain et plein d'arrogance. Le vieil homme est un dinosaure, il est sentimental. Il ne va pas juste signer le pouvoir de procuration. Nous devons être plus intelligents. La salle était silencieuse. J'ai pu entendre quelqu'un reprendre son souffle. J'ai regardé Victor. Son visage était blanc. Il fixait les haut-parleurs comme s'il pouvait les faire fondre avec ses yeux. Puis la voix de ma mère. Froide, pratique. Alors, quel est le plan? On ne peut pas attendre qu'il meure. Ça pourrait prendre des années. Un souffle collectif silencieux a parcouru la salle. Les membres du conseil, leurs épouses. C'étaient des gens qui connaissaient mon grand-père depuis des décennies. La voix de Victor à nouveau. Nous n'avons pas à attendre. Nous isolons Emma. Nous la faisons paraître instable. Son 20e anniversaire est la clé. Le trust devient le sien. Nous l'amenons à signer un transfert volontaire. Je suis trop stressé. Maman, je ne peux pas gérer. Victor, s'il te plaît, prends cette entreprise d'1 milliard de dollars de mes mains. Il a ri. Le son de son rire enregistré a résonné à travers la salle. Silencieuse. C'était laid. J'ai regardé ma mère. Elle secouait la tête. Chuchotant, non, non, non. Elle savait. Elle savait ce que c'était. Elle ne signera pas ça. La voix de ma mère a dit, elle le fera si tu es une bonne mère, a répondu la voix de Victor. Si tu lui dis, tu vas te faire du mal. Si tu lui dis que le stress de l'entreprise te tue, elle est une fille faible et émotive. Elle le fera pour te sauver. D'autres allaitements.
L'épouse d'un membre du conseil pleurait. Et qu'en est-il de son trust? Le projet est, demandé maman. Les modèles sont prêts. Je pratique sa signature. Elle est parfaite. Une fois que le vieil homme signe ou, tu sais, fait une autre crise. Emma est dehors. Nous prendrons tout. L'enregistrement s'est arrêté. Le projecteur s'est éteint. Les lumières se sont rallumées lentement sur une salle pleine de fantômes. Tout le monde fixait. Non pas l'écran, mais ma mère et Victor. Victor transpirait. Son costume coûteux semblait faux. Son visage était lisse. C'est faux, a-t-il bredouillé, sa voix se brisant. C'est trafiqué. C'est illégal. On ne peut pas enregistrer quelqu'un dans sa propre maison. Oh, c'est ma maison, fiston, a dit grand-père, sa voix comme de la glace. Pas la tienne. Il s'est tenu plus droit que je ne l'avais vu. Depuis des années. Il n'avait pas besoin de la canne, et ce n'était pas trafiqué. C'est d'un cadre photo numérique. Un cadeau pour ma fille. Il a regardé maman. Son visage était une ruine. Le mascara commençait à couler. Et ce n'est pas illégal, a continué grand-père, quand c'est utilisé pour prouver une conspiration criminelle, ce que Monsieur Thorne m'a assuré que c'était. Monsieur Thorne s'est avancé de l'ombre. C'est une preuve, a dit grand-père, sa voix pleine de dégoût. Preuve de votre avidité, de votre trahison, il a regardé. Victor. Tu es entré dans ma maison. Tu as mangé ma nourriture. Tu as essayé d'empoisonner ma famille. Tu as essayé de voler mon entreprise. Et tu as essayé de détruire ma petite fille. Il a tourné le dos à Victor, le dos à ma mère. Il m'a fait face. Toute la salle regardait. C'était le vrai transfert de pouvoir. Ses yeux étaient clairs. Il passait le flambeau. Emma, a-t-il dit, sa voix calme, mais pleine de force. Fignant. Je me suis avancé. La robe rouge ne ressemblait plus à une cible. Elle ressemblait à une armure. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé Victor. J'ai regardé les membres du conseil. J'ai regardé les hommes et les femmes qui détenaient le vrai pouvoir quotidien dans mon entreprise. Ils semblaient pâles. Ils semblaient malades. Ils semblaient effrayés. Effrayés que cette pourriture se soit propagée. Effrayés d'être associé à elle. Je me suis tenu à côté de mon grand-père. Ma mère a raison. Ai-je dit. Ma voix était calme. Elle ne tremblait pas. J'étais surprise de voir à quel point elle sonnait claire. La tête de ma mère s'est redressée. Elle avait une lueur d'espoir. Elle pensait que j'allais la sauver. An Industrie est une entreprise mondiale, ai-je dit, en me tournant vers le conseil. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas une tirelire personnelle. C'est un héritage. C'est l'héritage de mon père. C'est le travail de toute une vie de mon grand-père. Et c'est mon avenir. J'ai regardé Victor. Il me fixait, ses yeux pleins de haine. Le masque avait disparu. C'était le vrai homme. Toi, ai-je dit, tu m'as traité de fille faible et émotive. J'ai levé le porte-clés en argent. La lumière l'a attrapé. Tu avais tort. Je me suis tourné vers le conseil. Vous avez entendu l'enregistrement. Vous avez entendu l'intention. Maintenant, je vais vous montrer l'action. Monsieur Thorne s'est mis à mes côtés. Il tenait une mallette en cuir. Il l'a ouverte sur la table. Il n'a pas sorti un ou deux documents. Il a sorti des piles. Ceci, ai-je dit, est le projet.
Plan pour falsifier ma signature sur un document qui me dépouillerait de mon héritage. Monsieur Thorne a placé un fichier sur la table. Sur le projecteur, il a mis côte à côte ma vraie signature légale et les fausses. Celle que Victor pratiquait. Ceci, ai-je dit, est la société holding, VM Holdings, enregistrée aux îles Caïmans. Une coquille, un fantôme. J'ai montré un homme à la table d'avant. Monsieur Davis, vous êtes notre directeur financier. Avez-vous approuvé le transfert de 10 millions de dollars à une société de conseil inconnue le mois dernier? Monsieur Davis avait l'air d'aller être malade. Victor a dit que c'était pour l'affaire AJ. Il a dit que c'était sensible. Il n'y a pas d'affaire AJ. Ai-je dit. Voici le virement électronique. Voici le numéro de compte. Et voici, Monsieur Thorne a déposé un autre papier, la propriété de ce compte. Victor. Monsieur votre prix. Victor s'est jeté. Toi. Toi, petite. Il s'est déplacé vers moi, mais la sécurité de grand-père. Deux grands hommes en costume noir ont été plus rapides. Ils l'ont attrapé, un sur chaque bras. Ils l'ont tenu. Il était piégé. Ici, j'ai continué, ma voix froide, et chaque signature falsifiée. Chaque compte caché. Chaque dollar que tu as déplacé, chaque loi que tu as enfreinte. Monsieur Thorne a étalé les fichiers un par un. C'était une montagne de preuves. C'était un tombeau. Tu n'as pas juste essayé de me voler, ai-je dit? En regardant Victor. Tu as volé l'entreprise. Tu as volé les actionnaires. Tu as volé tout le monde dans cette salle. Je me suis tourné vers le conseil. Mon grand-père est toujours le président. Je suis l'unique héritière et, à minuit ce soir, l'actionnaire majoritaire. Nous appelons à un vote d'urgence ici. Et maintenant. Monsieur Thorne a parlé, un vote pour retirer Anne et Victor Price du conseil, de l'entreprise et de tout accès avec effet immédiat. Tous en faveur? Chaque main dans la salle s'est levée. C'était instantané. C'était impitoyable. La motion est adoptée, a dit Monsieur Thorne, sa voix plate. Non, a crié ma mère. C'était un son mince et terrible. Non, tu ne peux pas. Je suis sa fille. C'est mon argent. Mon argent. Ce n'était jamais à propos de l'argent, a dit grand-père, sa voix pleine de tristesse. Sortez-le, ai-je dit à la sécurité. Ils ont commencé à traîner Victor vers la porte. Il se débattait, se tordait. Tu paieras pour ça, Emma. Tu ne t'en sortiras jamais. Je pense que je viens de le faire, ai-je dit. Les portes de la salle de bal ont éclaté, mais ce n'était pas seulement la sécurité. Les caméras ont flashé. J'avais appelé la presse, pas les colonnes de Potin, le Wall Street Journal, Forbes, le Financial Times. Ils attendaient dehors. Ils avaient été alertés d'un changement majeur de direction chez Anne Industries. Ils ont tout vu. Ils ont vu Victor, un homme qui avait fait la couverture d'un magazine de finance le mois dernier, être traîné dehors comme un criminel ordinaire. Ils ont vu ma mère effondrée sur le sol, sa robe vert émeraude tirée autour d'elle, sanglotant. Ils ont vu le conseil debout. Comme des soldats de pierre. Et ils m'ont vu, 20 ans, dans ma robe rouge. Tenant les clés du royaume. Les caméras ont flashé. Flash. Flash. Le son ressemblait à un nouveau genre d'applaudissement. L'empire qu'ils ont essayé de voler était maintenant à moi, et le monde entier le savait. La salle s'est vidée. Rapidement. Les membres du conseil sont partis, un par un, s'arrêtant pour serrer ma main ou celle de mon grand-père. Leur visage était sombre. Ils étaient en mode de contrôle des dommages. Ils ont offert leur soutien. Ils ont promis loyauté. C'étaient des rats,
mais maintenant c'était Mera. La presse a été escortée. Monsieur Thorne s'en est occupé. Il a donné un pas de commentaire calme et ferme. Il n'avait rien à dire. Les images racontaient toute l'histoire. L'orchestre a fait ses bagages. Les serveurs ont débarrassé les verres de champagne. Bientôt, les seules personnes restées dans la salle de bal massive ruinée en or étaient moi, mon grand-père et elle. Ma mère était toujours au sol, mais elle avait bougé. Elle avait rampé ou trébuché vers le grand escalier. Elle était assise sur la marche inférieure, ses chaussures enlevées, son visage enfoui dans ses mains. Ses sanglots s'étaient arrêtés. Elle était juste assise, une reine brisée sur un trône de marbre froid. Grand-père m'a regardé. Il était fatigué. La colère était partie. Il avait juste l'air vieux. Va, a-t-il murmuré. Tu dois finir ça. J'ai hoché la tête. Il s'est tourné et a laissé son infirmière le guider hors de la pièce. J'étais seul avec elle. J'ai traversé le sol vide. Mes talons cliquetaient, le son résonnant. Clic, clic, clic. Je me suis arrêté à quelques pieds d'elle. Elle a levé les yeux. Je l'avais vue en colère. Je l'avais vue faussement heureuse. Je l'avais vue stressée. Je ne l'avais jamais vue vide. Son visage était une épave. Le mascara était strié en rivière noire sur ses joues. Son rouge à lèvres coûteux était étalé. Ses cheveux parfaits se défaisaient. Elle semblait pour la première fois son âge. Elle m'a juste fixé. Ses yeux étaient rouges. Tu as tout détruit, a-t-elle murmuré. Sa voix était crue. Je suis resté là. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de triomphe. Je me sentais juste froide et fatigué. Non, ai-je dit doucement. J'ai sauvé ça. Sauvé ça. A-t-elle craché. Sauvé ça? Tu m'as humilié. Tu as retourné mes amis contre moi. Tu. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu es un monstre. Tout comme lui. Elle voulait dire grand-père. Je suis un monstre, ai-je demandé. Ma voix ne s'est pas élevée. Je n'ai pas essayé de voler une entreprise. Je n'ai pas essayé de droguer mon père. Je n'ai pas essayé de falsifier la signature de ma fille. Je n'ai pas. Elle n'a pas pu rencontrer mes yeux. Sa lèvre a tremblé. Une larme fraîche noire de mascara a roulé sur sa joue. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle murmuré. C'était le mensonge le plus triste que j'ai jamais entendu. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle dit plus fort maintenant, essayant d'y croire. Tu ne vois pas? Lui. Victor, il était fort. Il pouvait nous protéger. Ton grand-père, il est vieux. Il est faible. Il allait faire couler l'entreprise. Je devais la protéger pour notre avenir. Pour ton avenir? Mon avenir, ai-je dit. Mon avenir était un document juridique que tu allais me faire signer. Mon avenir, c'était toi et Victor. M'envoyant dans une maison de repos parce que j'étais instable. Il a dit ça, mais il ne le pensait pas. Il le pensait, ai-je dit. Et toi? Tu ne l'as pas arrêté. Tu l'as laissé faire. Tu t'es assise là dans ton bureau et tu as planifié mon exécution. Ma propre mère. Les mots flottaient dans l'air. Il m'aimait, a-t-elle dit, sa voix le gémissement d'une enfant. Il m'aimait. Non, maman, ai-je dit, et le mot maman semblait étrange. Il avait un goût de poison. Il ne t'aimait pas. Il aimait le nom Anne. Il aimait l'argent. Et toi? Tu aimais le contrôle. Elle a sursauté. C'était le mot. C'était la vérité.
Tu aimais être Madame Anne. Tu aimais les fêtes, le pouvoir. Mais grand-père ne t'a jamais donné l'entreprise. Il me l'a donné à moi. Il l'a donné à la fille de papa. Et toi? Tu ne pouvais pas le supporter. Tu ne pouvais pas supporter que j'ai le pouvoir et pas toi. Ce n'est pas vrai. A-t-elle murmuré. C'est vrai, ai-je dit. Tu ne l'as pas fait pour nous. Tu l'as fait pour le contrôle et tu as perdu. Je l'ai regardée, effondrée sur les escaliers. Elle était la femme qui m'avait lu des histoires pour dormir. Elle était la femme qui avait embrassé mes genoux écorchés. Elle était partie. Cette femme était morte. Cette étrangère était tout ce qui restait. J'ai senti une piqûre dans mes yeux. Les larmes que je n'avais pas versées de toutes la nuit. Je ne pleurais pas. Pas ici. Pas pour elle. Je t'aimais, ai-je dit? Ma voix se brisant juste un peu. Je t'aurais tout donné. Je voulais juste ma maman. Elle a levé les yeux, ses yeux écarquillés. Elle n'avait rien à dire. J'ai tourné le dos sur elle. Je l'ai laissée assise là sur le grand escalier, seule dans la salle de bal sombre, froide et vide, de la même manière qu'elle m'avait laissé seule pendant des années. Mon grand-père est décédé 2 mois plus tard. Ce n'était pas une crise cardiaque. C'était juste le temps. Son corps en avait assez. Il est mort dans son propre lit dans la véranda en regardant les jardins. Je tenais sa main. L'entreprise était le chaos pendant ces 2 mois. Je travaillais 20 heures par jour. Monsieur Thorne était à mes côtés. Nous faisions le ménage. Nous inversions les affaires de Victor, renvoyions ces gens et combattions les poursuites judiciaires. C'était une guerre. Mais chaque jour, de 16h à 17h, je m'asseyais avec grand-père. Nous ne parlions pas des affaires. Nous ne parlions pas de ma mère. Nous faisions des mots croisés. Nous parlions de mon père. Nous parlions de son premier voilier, l'Albatros. Le jour de sa fin, il était faible. Il ne pouvait pas tenir le stylo. Emma, a-t-il murmuré. Sa main ressemblait à du papier. Je suis là, grand-père. Bien, a-t-il dit. Il a serré ma main. Ses yeux étaient clairs. Maintenant tu comprends. Comprendre quoi, ai-je demandé, ma voix épaisse. Ce que la famille signifie. A-t-il murmuré. Ce n'est pas le sang, Emma. Ne les laisse jamais te dire que c'est le sang. Il a pris une inspiration. C'est la loyauté. Il a serré ma main une dernière fois, et puis il était parti. L'entreprise a grandi, plus forte que jamais. Je n'étais pas mon grand-père. Je n'étais pas un requin, mais j'étais la fille de mon père. J'étais honnête, et j'étais l'élève de mon grand-père. J'étais loyal. Le conseil a appris à me faire confiance. Je n'ai pas dirigé avec la peur. J'ai dirigé avec des faits. Victor est allé en prison. Fraude, détournement de fonds, une douzaine d'autres charges. Il a pris 8 ans. Ma mère, elle a disparu. Monsieur Thorne avait géré le divorce. Elle a tout signé. Elle a pris un règlement. Elle était toujours une femme très riche, mais elle n'était pas une âne. Elle ne faisait pas partie de l'entreprise. Elle ne faisait pas partie de ma vie. J'ai vendu le grand manoir, la salle de bal, l'escalier. C'était plein de fantômes. J'ai déménagé dans un Pantouzo. Centre-ville plus près du bureau. Mais parfois, quand je conduis tard, je traverse l'ancien quartier. Je passe devant l'ancienne maison. Une nouvelle famille y vit maintenant. Mais parfois, je pense la voir. Une ombre dans la fenêtre. Une femme dans une robe magnifique regardant un monde qui n'est plus le sien. Je me souviens de cet anniversaire.
J'ai 20 ans dans une robe rouge. Je me souviens de la nuit de son pouvoir. Tout son bruit et ses rires et sa colère se sont finalement transformés en silence. Et je me souviens de la nuit où le rire de mon grand-père dans cette pièce froide et silencieuse est devenu la justice.